Bonjour et bonne année pour tous les astrophiles. Je dis bonne année au début parce que vous allez voir qu'il vaut mieux le dire au début parce qu'après on n'aura plus de place pour le mettre. Pour ceux qui me connaissent, ils ont déjà assisté à des conférences, ils savent que tous les ans autrefois je faisais les prévisions sur un an. Donc l'année dernière ça n'a pas eu lieu pour des causes personnelles. C'était aussi parce que je me suis posé beaucoup de questions sur l'utilité de ce genre de prévisions. Alors non pas qu'elles ont été fausses, puisque je suis assez fier de moi-même depuis un certain nombre d'années en ayant quand même réussi pas mal de prévisions depuis longtemps, puisque la première c'était 1988 avec la fin de l'URSS qui était prévue avec une révolution pacifique. Alors on m'a dit « Ah oui, mais tu n'avais pas prévu, tu n'as pas dit que le mur de Berlin est tombé. » Fallait dire « Je suis du mur du Berlin. » J'avais simplement prévu qu'il y avait une révolution pacifique qui renversait l'URSS et que ce qui était... Alors à l'époque, je suis passé pour un communiste, puisqu'il y avait des fusées américaines en Allemagne et qu'il fallait à tout prix se protéger de l'ogre russe qui était terrible, qui allait nous faire la guerre. Et tout ça, ça s'est écroulé en 89. Donc première prévision réussie. C'est la première fois que je me suis rendu compte que les gens ne se rendaient pas compte forcément ce que c'était qu'une prévision. Que les gens ne comprenaient pas les prévisions parce qu'en fait, ils les prenaient pour des prédictions. C'est-à-dire qu'en fait, il faut dire exactement... Par exemple, l'autre exemple, c'est en 2011, je prévois un mai 68 généralisé sur tout le Maghreb et Moyen-Orient, et peut-être jusqu'à la Chine, sachant que je posais un bémol pour la Chine, sachant que la structure politique étant extrêmement dictatoriale et totalitaire, il y avait peu de chances que ça soit une réussite. 89, il y avait eu cette révolution qui avait déjà raté avec la place Tiananmen qui avait été un massacre. Et donc, je m'attendais à ce que ça soit empêché. Mais je me suis dit, dans les pays arabes, bon, il y avait quelque chose de possible. Donc, j'ai annoncé un mai 68 généralisé sur tous les pays un peu, entre guillemets, qu'on dit du tiers-monde. Et effectivement, on a appelé ça les printemps arabes. Comme je n'avais pas dit printemps arabe, il aurait fallu dire printemps arabe. J'avais dit mai 68. Donc, alors, heureusement, certaines personnes écoutent bien et se rendent compte que, évidemment, la formule que va choisir un journaliste, c'est pas celle que moi je choisis maintenant. Le journaliste trouve la meilleure formule possible en fonction du moment où ça arrive. L'avantage d'une prévision, c'est que ça a lieu avant, comme son nom l'indique. Donc, si je trouve pas le mot exact qui sera choisi à ce moment-là, on s'en fout. Ce qui compte, c'est est-ce que les grandes lignes de ce qui est en train de se passer au niveau collectif sont intéressantes pour nous maintenant à prévoir, sachant qu'il n'y a pas de prédiction possible. Pour prédire, il faudrait avoir tous les facteurs en main, économiques, politiques, psychologiques, spirituels, concrets, géologiques, on pourrait dire, anthropologiques, tout ça. Il faudrait tous les rassembler, donc il faudrait être un surhomme, un surhumain, on va dire. Je suis pour que l'être humain se rende capable du surhumain, mais c'est un effort et un effort à faire. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais ce genre de prévisions sont faits pour nous aider à en arriver là, à nous rapprocher. Il y a Martin Luther King qui disait nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous mourrons ensemble comme des idiots. On pourra placer toute cet exposé de l'année 2020 sous cette phrase-là. Quand je demande aux gens qu'est-ce qu'ils retiennent de cette phrase, ils disent bah oui, la fraternité, tout ça. Ouais, le mot important, c'est pas vivre ensemble comme des frères, c'est apprendre. C'est-à-dire que nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous mourrons ensemble comme des idiots. C'est-à-dire, on ne fait jamais attention à ce mot-là. Or, c'est le mot-clé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décréter la fraternité, on ne peut pas décréter la solidarité, on ne peut pas décréter l'amour-compassion, bien que la spiritualité nous le dise. On peut tendre vers, et il faut apprendre à devenir compassionnel. Il faut apprendre à exprimer l'amour. Il faut apprendre à devenir fraternel. Et c'est toute ma vie, je l'ai consacrée à essayer de donner des outils pour permettre cela. Mais celui qui prétend être déjà dans la compassion et la fraternité spontanément, sans avoir fait le travail nécessaire en amont, c'est un peu soit qui se ment à lui-même, soit qui ment directement aux autres parce qu'il se fait de la pub tout simplement pour ses thérapies New Age, quoi. Donc on ne va pas confondre le but à atteindre avec les moyens, hein. Et ça va être important cette année. Alors ceux qui connaissent ce que je fais, je suis astro-psychothérapeute holistique, donc tout ça attaché. Holistique voulant dire que après avoir passé ma vie à explorer plusieurs disciplines, j'en suis venu à arriver au principe de l'interdisciplinarité entre plusieurs choses.
Et je me suis servi de l'ésotérisme pour permettre cette interdisciplinarité, parce que sinon, à l'heure actuelle, on est plutôt dans une balkanisation des connaissances. Les universités sont pleines de petites unités de connaissances qui se combattent les unes les autres. Enfin, ils se respectent dans la cour de récréation, dans la salle des profs, mais en fait, chacun est persuadé que sa discipline est la meilleure et ne se rend pas compte des interactions possibles entre des disciplines différentes. Que l'interdisciplinarité, c'est ce qui m'a occupé après des études d'ingénieur et une invention importante que j'ai fait en étant élève ingénieur encore. Et je me suis aperçu qu'il fallait arrêter de servir la science. J'ai gardé toute ma vie la méthodologie scientifique. Tous mes travaux qui vont être exposés sont basés sur une méthodologie scientifique. Donc tous ceux qui vont dire ah oui, l'astro c'est pas une science, je leur demande d'aller réviser leur conditionnement et leur lavage de cerveau qu'ils ont reçu de la dogmatique scientiste, parce qu'en réalité, si vous creusez profondément la question, c'est ce que j'appelle une science de l'âme. L'âme étant ce que Jung appelait le cœur de l'individu, et le processus d'individuation, atteint par le processus d'individuation. Et donc c'est pas du tout une histoire religieuse ou une appartenance à une quelconque croyance, c'est quelque chose qui existe au fond de nous, que tous les psychologues finissent par reconnaître, sauf ceux qui sont obstinément freudiens et qui disent qu'il n'y a que le sexe à la place. Bon, il faut voir une dangereuse méthode de Cronenberg, je crois, de Cronenberg, un film qui est sorti il y a une dizaine d'années, qui montre bien que Jung et Freud étaient tous les deux des gens qui avaient une sexualité assez, on va dire, active pour l'époque, et que donc il ne s'agit pas, si on renie la topique freudienne trop concentrée que sur le sexe, il ne s'agit pas de dire que l'âme c'est à la place du sexe, ça en fait peut-être partie aussi, c'est juste élargir la topique freudienne pour aller vers la topique jungienne. Donc j'ai plutôt travaillé la topique jungienne, donc la psychologie des profondeurs. J'ai travaillé la psychologie positive, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler l'approche psychocognitive, c'est-à-dire où on prend un peu le cerveau pour un ordinateur. C'est très à la mode actuellement, moi je travaille ça depuis une trentaine d'années. Maintenant c'est trop à la mode à cause des neurosciences, mais j'utilise les approches psychocognitives dans une optique de positiver la psyché pour permettre au cerveau de se reconditionner, de se reformater presque quand on souffre de névrose importante, ça. Et puis la troisième psychologie que j'utilise, la psychologie bouddhiste, qui permet alors bouddhiste au sens pas appartenance au bouddhisme, mais qu'est-ce qui dans le bouddhisme peut être généralisé à toutes les psychologies du monde comme base, les 4 nobles vérités, la souffrance, comment l'être humain vit dans la souffrance, comment il peut s'en sortir, ça devrait être enseigné à la base de toutes les écoles de psychologie parce que c'est valable perpétuellement, même si on n'est pas bouddhiste. Il s'agit pas je parle pas en psychologie bouddhiste de l'appartenance à la religion bouddhiste, mais je parle des éléments qui ont été déterminés par les enseignements du Bouddha il y a 2500 ans de ça. Donc voilà pour résumer mon approche, et l'astrologie est venue quand j'ai voulu prouver que c'était faux, et que j'ai, par des méthodes scientifiques, parce que la plupart ceux qui se croient sceptiques entre guillemets croient démontrer cela, mais en fait ils appliquent pas la méthodologie scientifique réellement. Et quand vous regardez le Wikipédia, c'est vraiment presque du lavage de cerveau, parce qu'on ne cite pas les preuves scientifiques existantes. Je l'ai acheté parce qu'il contient à peu près, dans chaque chapitre, c'est des articles complètement différents, tous les uns des autres, et ils contiennent tout ce que j'ai enseigné depuis 30 ans. C'est assez exceptionnel pour le signaler, parce qu'il y a une cohérence entre tous les différentes... j'ai parlé d'interdisciplinarité, et les différentes disciplines que j'ai explorées, que j'ai creusées, et que j'ai appris à synthétiser. Souvent elles ne sont jamais reliées entre elles. Dans ce Nexus, elles ne sont pas forcément reliées entre elles, mais elles sont reliées par ce petit truc-là. C'est-à-dire ils sont mis ensemble dans la même revue. Alors c'est un hasard extrêmement surprenant. Quand on verra la grande conjonction Capricorne qui a lieu, qu'un début de nouveau temps, on va dire, c'est pas étonnant que tout d'un coup des gens assez inspirés se décident à mettre dans un même numéro un ensemble d'articles extrêmement importants tous, qui concernent soit l'écologie, soit le cœur, soit la vie citoyenne, soit la désobéissance fertile, comme ils appellent ça, c'est-à-dire le retour dans la vie, vers la vie naturelle. Et il y a un petit article sur Wikipédia, que j'ai souvent, qui contient quelque chose qui est dit par le docteur Mario Beauregard, et qui critique les pseudo-sceptiques,
Parce que moi je suis un sceptique scientifique, mais absolument pas un sceptique coincé comme actuellement on nous oblige à le devenir pour être soi-disant en respect total de la science vue comme une nouvelle religion, quoi, et non pas comme la méthode scientifique. Alors quant à eux, les psychosceptiques sont des fondamentalistes engagés dans une croisade pour défendre à tout prix la doctrine matérialiste. Ainsi, ces fondamentalistes se sont regroupés afin de mener une guérilla sur Wikipédia. Ils se sont organisés pour infiltrer cette encyclopédie en ligne. Alors je passe un peu, ils travaillent en équipe en utilisant des pseudonymes, mais en fait le but c'est de même certains aspects de recherche sur les médecines alternatives et complémentaires ou les phénomènes psy comme étant de la pseudoscience, c'est le but. Ces fondamentalistes manipulent également les pages biographiques des chercheurs impliqués dans ces recherches. C'est-à-dire on les fait passer, des fois quelqu'un qui est docteur, on fait croire qu'il n'est pas docteur, ou quelqu'un qui a perdu à cause d'une avancée dans ses recherches, qui a perdu son droit par l'ordre des médecins, et dit comme étant n'avoir jamais été médecin, alors qu'il a découvert quelque chose en médecine. Tout est fait comme ça, c'est d'une mauvaise foi totale. Alors qu'à l'époque, Wikipédia c'était un outil vraiment extraordinaire de démocratie citoyenne, c'était vraiment extraordinaire. Ça a été bouffé de l'intérieur par des gens qui ont... Voilà. Les pseudo-sceptiques se présentent comme les défenseurs de la pensée critique, de la logique et de la raison, ce qui est très bien a priori. Ayant l'esprit fermé, ils ne s'intéressent pas aux faits et à la vérité. Ça, c'est moins bien. Parce que le vrai scientifique s'intéresse aux faits, même si les faits démolissent ce qu'il croyait scientifique jusqu'à présent. Et toute science avance toujours comme ça, par démolissage successif de ce qu'on croyait avant, pour élargir un peu plus grand. On s'appuie sur ce qui est prouvé pour aller un peu plus loin. Et donc, au passage, on fait tomber des murs. Mais maintenant, il n'y a plus le droit de faire tomber les murs parce qu'on devient contre le dogme. Ainsi, ne cherchent-ils pas à examiner les preuves ou à conduire des expérimentations? De plus, ils nient toutes les évidences qui ne sont pas compatibles avec les doctrines matérialistes, ou ils essayent de convaincre que tôt ou tard, des explications physiques permettront de démystifier toutes les données empiriques. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'occuper de ça. Actuellement, on est sûr que c'est faux, parce que sinon, on l'aurait déjà expliqué. Comme je ne l'explique pas tout de suite, je vais décréter que c'est faux, et qu'en attendant, puisque c'est un fait quand même, je suis un peu embêté aux entournures avec ça, c'est quand même un fait, je vais décréter qu'un jour on trouvera une explication. Bien sûr, mais elle est peut-être disponible tout de suite. Mais on n'en veut pas, l'explication tout de suite. Malhonnête intellectuellement, il n'hésite pas à en mentir et à faire la désinformation, ainsi qu'à s'attaquer aux scientifiques dont les travaux démontrent le caractère erroné de leur sacro-sainte doctrine. Ces pseudo-sceptiques souffrent d'un syndrome que j'appelle le rétrécissement du champ d'expérience consciente, ou RCEC. Ça fait très scientifique. RCEC, rétrécissement du champ d'expérience consciente. Voilà. Le plus pathétique, c'est qu'en dépit de ce syndrome dont ils sont affligés, les pseudo-sceptiques prétendent savoir ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Ultimement, ceux-ci cherchent le contrôle mental de la population. Il faut savoir que derrière ça, il y a un contrôle mental par, on pourrait appeler une pseudo-science, on pourrait appeler pseudo-sceptique et pseudo-science qui est très très incarnée quand même dans les milieux scientifiques. C'est-à-dire qu'il y a maintenant un clergé scientifique qui avait moins il y a une trentaine d'années. On était beaucoup plus libre, ayant fait mes études à une certaine époque, il y avait beaucoup plus de théories libres qui circulaient. Maintenant, il y a vraiment le dogme, on est dans une forme inquisitoriale de la science actuellement, et qui fait que... Et les fake news n'arrangent pas les choses, puisque on a sur Internet des théories du complot, des théories complètement issues d'esprits religieux mal digérés, qui se mélangent avec des données scientifiques, et ça fait n'importe quoi. Donc les scientifiques ont raison de se raidir un peu et de se dire ok, on va essayer de dire ce qui est vérifié. Malheureusement, en voulant dire ce qui est vérifié, ils fabriquent une autre fake news qui ne comprennent pas qu'on a changé de paradigme. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un rapport où c'est la science qui donne la direction que doit avoir l'humanité, c'est l'union science et conscience qui est représentée par science et conscience, le signe du Verseau. On est rentré dans l'ère du Verseau déjà. Donc c'est très important de comprendre que ceux qui ne travaillent pas avec l'union de la science et de la conscience se font le doigt dans l'œil du microscope jusqu'à l'omoplate parce qu'ils ne comprennent pas que à partir de la science quantique alors dans ce nexus, vous verrez aussi, j'en parle en introduction parce que c'est très important pour admettre tout ce qui va avoir lieu après, c'est qu'il y a un livre qui s'appelle alors The Flip, qui est de Kripal, Geoffrey Kripal, ou je sais plus, je trouve plus où j'ai marqué ça, si c'est là. Et donc, ça s'appelle, il n'est pas traduit en français malheureusement, mais vous avez un très bon résumé qui est fait dedans. Alors, je n'ai pas lu le bouquin en anglais, donc je ne peux pas vous dire si c'est un excellent résumé, mais la personne qui a écrit ça a bien compris de quoi il s'agit. On souffre en France de fausses traductions en passant de l'anglais au français, très souvent. Et là, la personne a compris, donc la traduction n'est pas fausse. Donc ça s'appelle The Flip, Epiphanies of Mind and the Future of Knowledge.
On pourrait appeler the flip le renversement ou le retournement, hein, supérieur-arrière. Les épiphanies de l'esprit, le mind, ça peut être la conscience aussi, ou les instases, comme dit un ami astrologue, les instases de la conscience, et l'avenir du savoir. On pourrait dire aussi l'avenir de la connaissance. En tout cas, ça redonne une ontologie totalement complète de la science à l'endroit vraiment où elle est rendue maintenant, non pas ce qu'on nous dit où elle est rendue avec l'extase totale qu'on a sur les grosses machines, sur l'astronomie, tout ça, ce qui est très très bien, mais ce qui se passe auprès des chercheurs les plus avancés, c'est-à-dire le fait qu'on est en train de se rendre compte qu'il y a 3 sources d'énergie dans l'univers, la matière, l'énergie et l'information, et que tout ça est intimement lié, y compris dans le monde vivant, mais dans le monde non vivant également. Ce qui est le saut quantique qu'il faut faire, c'est que maintenant on peut dire qu'on a les preuves que l'information, c'est-à-dire la conscience, est partout, y compris dans la matière autour de nous, et que notre vision en fait du monde matériel tel que là, c'est une impression, c'est tout, c'est une apparence. Bon, je ne vais pas rentrer, le but d'aujourd'hui, c'est pas de parler de ça. Dans ce Nexus, vous trouverez en fait, numéro 125, vous trouverez les éléments qui vous permettront de travailler tout ça. Donc, ça c'était pour l'introduction. Alors, pourquoi une autre petite citation de Gandhi que je voulais faire, c'est tout ce que dans le but d'éveiller les consciences, tout ce qu'on peut faire, c'est souvent très dérisoire. Gandhi disait, tout ce que vous pourrez dire ou faire sera dérisoire, mais il est essentiel que vous le fassiez, ou que vous le disiez. C'est-à-dire qu'en fait, il est très difficile alors actuellement pour quelqu'un qui voit, grâce à l'astrologie, vers où on va, de donner des pistes positives parce qu'elles sont dissimulées par un ensemble d'opacité mentale que nous avons collectivement. On n'arrive pas à voir les solutions alors qu'elles sont évidentes, elles sont très fortes. Les conditionnements, tout simplement, oui. C'est-à-dire que les conditionnements qu'on a sont de plus en plus épais, ils sont renforcés par la présence perpétuelle des écrans, les petits écrans, les gens sont addicts au smartphone, et il y a eu une génération télé, il y a maintenant une génération smartphone, mais c'est le même genre de lavage de cerveau qui a lieu. Il y a des phases cycliques où il y a une technologie qui apparaît, qui envahit les esprits, puis après il y a une réflexion profonde qui se fait dans la génération suivante qui permet d'être à nouveau en train de se battre pour l'humain et non plus simplement pour la machine. Mais ces cycles existent, ce qui fait que par moment, l'humain disparaît à nouveau et c'est à nouveau la technologie qui prend le pas dessus. On va voir ce cycle tout à l'heure et on est en plein dedans, on est en plein au cœur du sujet. Donc il est très difficile de donner des lueurs d'espoir sans tomber dans la bisounoursie la plus rose, rose bonbon. Ce que font beaucoup de thérapeutes New Age, c'est toujours mieux d'être positif que d'être négatif, donc allons-y, peignons tout en rose plutôt que de peindre en noir. Alors malheureusement on va voir que cette année on va chanter Painting Black des Rolling Stones, quoi. Il y a quand même la couleur sombre, c'est un peu l'Empire contre-attaque, c'est un peu l'autre sous-titre qu'on pourrait mettre cette année, l'Empire contre-attaque, c'est-à-dire, alors moi je m'adresse en fait finalement à ceux que j'appelle les Jedi, en toute, un peu de manière caricaturale, hein, c'est de l'humour, hein, je me prends pas, je suis pas en train de pas le soir avec c'est pas ça que je veux dire. Ce que j'appelle les Jedi, c'est ceux qui essayent d'éveiller leur colonne vertébrale, c'est-à-dire qui essayent de s'éveiller en tant qu'humain, ou même, comme disait Nietzsche, de surhumain. Je refuse la traduction surhomme qui a été donnée, qui est plus ou moins nazie, qui a été donnée aux écrits de Nietzsche. Non, c'est surhumain, ça veut dire. Comme Aurobindo parlait de surhumain. Donc, le surhumain en nous demande que nous renforcions au maximum ce qui est propre à l'humain et ce qui n'existe pas chez l'animal. C'est-à-dire plusieurs forces qui sont la conscience de soi-même, qui sont le rire, par exemple l'humour, qui sont la spiritualité, c'est-à-dire la conscience de l'âme au début, après ça va pas aller plus loin, mais c'est au moins la conscience de l'âme, qui sont la faculté de communiquer par le verbe et de transporter des informations et de capter ces informations et de modifier le cerveau grâce à ces informations, la neuroplasticité cérébrale, etc. Donc ça c'est propre à l'humain. On va trouver ça en très petite touche dans le monde animal, mais beaucoup moins fort. Si on veut vraiment devenir surhumain, il faut
prendre ces parties-là. Il y a aussi la sexualité qui n'est pas la même dans le monde animal que dans le monde humain, où il y a une richesse de sentiments au niveau de l'amour et au niveau de l'exploration de la relation à l'autre, qui fait que la sexualité est presque holistique pour l'être humain, alors que pour l'animal, elle est uniquement génitale. Enfin, pour l'animal et la nouvelle génération, smartphone et YouPorn. Bon, si on écarte cela, on a bien une sexualité possible qui utilise la conscience. Donc tout ça, c'est le propre de l'humain. Il faut qu'on arrive à renforcer ça tous, et c'est ça que ceux qui font ce travail-là, c'est ceux que j'appelle les Jedi, c'est-à-dire ceux qui vont l'épée de lumière, c'est notre colonne vertébrale. Hein, c'est une épée de lumière. Si on arrive à la redresser, à méditer et à la remplir de conscience, petit à petit, cette conscience va devenir capable de pénétrer tous les aspects de notre propre vie, hein, mental, affectif, physique également, la manière de se nourrir, la manière de respirer, et puis également sur le plan spirituel, sur le plan de la relation à l'âme, commencer à faire le chemin de l'individuation dont parlait Jung, c'est-à-dire le chemin où le moi, social, mental, commence à rentrer en amitié avec l'âme et à communiquer avec elle, à en faire une amie et à devenir de plus en plus comment dire, imprégné en fait des énergies de l'âme, de manière à s'améliorer, à devenir beau, vrai, bon et utile, on va dire. Voilà les critères de Socrate. Donc on va regarder cette année-là ensemble, sachant que le but n'est pas de faire de la prédiction, mais de prévoir comment nous on peut devenir des Jedi, là où on en est, sachant que effectivement l'Empire contre-attaque et que c'est un moment qui peut plus nous rapprocher de la désespérance que de l'espoir, mais comme dit une parole bouddhiste, si vous voyez l'espoir, si vous voyez le Bouddha venir vers vous, tuez-le. Ce qui veut dire que si vous voyez de l'espoir venir vers vous, méfiez-vous. L'espoir, c'est pas ça qui est la vraie. Souvent, l'espoir, c'est une fausse information. C'est l'espérance qui est quelque chose de très bon, parce que l'espérance s'appuie pas sur le fait que l'information est très triste ou très difficile. Elle s'appuie sur le fait qu'on a la capacité tous en nous de dépasser cela. C'est ça l'espérance. Alors l'espoir, c'est mais non, ça va bien se passer. Mais non, tu exagères. Mais non, la planète, elle n'est pas en train de tourner vinaigre. Non. Oh là là, tu nous embêtes. T'es trop pessimiste. On sait maintenant avec le changement climatique ce qui nous attend, on voit bien ce qu'il nous faut, c'est pas de l'espoir, c'est de l'espérance, c'est-à-dire la capacité que chacun dans notre vie, on ait suffisamment de force en nous pour faire les petits actes ou les grands actes si on en est capable, qui permettent de modifier les choses à sa petite échelle, le colibri, mais aussi à grande échelle, des investissements plus politiques des fois, ou ce que j'appelle moi, depuis plusieurs années, la pôle-éthique, c'est-à-dire la capacité d'investir le politique avec une éthique extrêmement puissante, qui n'est pas une morale nouvelle, qui doit être inspirée par cette colonne vertébrale, c'est-à-dire une conscience libre, juste, aimante, et et surtout très lucide. Lucidité. On va en avoir beaucoup besoin. On va rentrer donc dans le vif du sujet. Alors, 2020, vous avez entendu beaucoup de gens, c'est une année 20 du 21e siècle. Hein, donc on vous relie ça à la carte du jugement très souvent, les numérologues font ça. C'est un peu 20 au carré, 20 et 20. Donc dans le tarot, la carte du jugement nous parle d'une espèce de... On voit cet ange au-dessus qui essaie de nous sortir de nos... Il faut sortir de nos conditionnements. C'est un message très important. Et on va voir, c'est très cohérent avec ce que dit l'astro, alors que ce n'est pas du tout la même grille de lecture. Il faut sortir de nos conditionnements, nous réveiller, nous arracher de nos conditionnements si besoin, sinon nos conditionnements nous tueront, puisque dans le jugement, on voit très bien qu'il y a une espèce de tombe, quoi. Les conditionnements peuvent tuer. Et pour l'instant, on croit qu'ils sont confortables, c'est-à-dire que si on reste dedans, on ressemble aux autres, et puis les autres sont contents, on se tient chaud entre couillons, on va dire. Mais là, ça va cesser, cette ambiance-là, et ça va commencer à tuer. La bêtise va commencer à tuer, ou le ridicule ne tue pas, comme on dit, mais la bêtise, oui. Alors, moi, j'utilise d'autres logiciels à partir des travaux que j'ai fait sur l'ère du Verseau. J'estime qu'on est au début de l'ère du Verseau et que donc on est dans une phase martienne. Mars pour l'âme, Mars pour la personnalité, 2 fois Mars depuis les années 70, donc 60 et 70, et donc 67 pour être exact. Ça fait que pendant les 60 ans qui suivent, donc jusqu'à 2027, on est dans une ambiance très active où le nouveau monde se crée, mais presque matériellement, sous l'effet de Mars. Et Mars, on sait que c'est une planète pas très heureuse, qui est très active, très technologique,
qui fait avancer les choses au niveau concret matériel, mais qui n'est pas très intéressante au niveau spirituel parce qu'elle engendre beaucoup de conflits et puis de la compétition, la compétitivité et la croissance bien sûr. Là. Donc on peut voir c'est ce qui a lieu depuis ces fameuses années 70 avec des crises et des crises et des crises. Donc on n'est pas sorti de ça, de cette ambiance globale, très globale qui marque une 6 décennies avant 2027, qui sera une phase à ce moment-là plus solaire pour l'âme et pour la personnalité, qui sera vraiment une phase, on pourrait dire, d'entrée presque spirituelle et psychologique dans l'ère du Verseau. Donc on n'y est pas encore, on est sur la fin de cet épisode martien qui peut devenir lourd parce que là les énergies sont pressantes, les générations ont changé, les jeunes, d'autres personnes plus jeunes sont arrivées qui sont nées pendant l'ère du Verseau et ils ont vraiment une urgence qui leur prend à la gorge qu'il faut que ça change et comme il y a une pression du système extrêmement forte pour maintenir un système économique complètement obsolète, le néolibéralisme, eh bien, cette pression fait une tension extrême entre beaucoup de gens qui sont extrêmement conscients et puis leur impossibilité à vivre concrètement cette conscience dans leur vie de tous les jours. Alors ça commence à se faire récemment à cause du changement climatique. On commence à fermer son robinet après s'être brossé les dents, sachant qu'un agriculteur qui fait de l'élevage va balancer 10 000 litres par jour dans ses champs de maïs et tout ça. Bon. Tout ce que vous ferez sera dérisoire, mais il est essentiel que vous le fassiez. Je rappelle la petite philosophie du colibri. Enfin, il ne faut pas que le colibri devienne complètement idiot non plus, au moyen d'oublier qu'il faut quand même appuyer aussi sur les touches qui agissent sur des grands systèmes politiques. Sinon, vos petites gouttes économisées au robinet, ça ne vaut rien du tout par rapport aux milliers de litres dépensés pour faire de l'élevage. Donc c'est le GIEC, pour la première fois, l'a dit récemment. On s'aperçoit que la meilleure solution pour changer la vie de la planète, pour qu'elle reste possible, ce qui est à la portée de tout le monde, et qui est facile pour tout le monde, et qui va modifier grandement tout le système capitaliste et tout ça, c'est tout simplement le changement de nourriture, c'est aller vers le végétarisme, voire le véganisme, petit à petit, mais lentement mais sûrement. Alors bon, je vais donner quelques chiffres qui clarifient ça, parce que souvent les gens n'arrivent pas à croire ça. 1000 milliards d'animaux marins par an on tue et 53 milliards à peu près d'animaux terrestres. Alors je vous fais pas la liste, 46 millions de poulets, 47 milliards de poulets, 2,5 milliards de canards, 1,5 milliard de cochons, voilà, lapins, oies, on va jusqu'au buffle et aux chevaux. Tout sacrifié à la consommation humaine. Comment vivre avec la conscience d'un tel carnage? C'est ce que nous demande Mathieu Ricard dans son plaidoyer pour les animaux qui est sorti en 2014. Ces chiffres sont donc un peu dépassés. Ils augmentent tous les ans. Donc on est en train d'accélérer la destruction de la planète, non pas de l'améliorer. Ça fait 144 millions par jour, en gros, le nombre d'animaux terrestres tués. Je ne parle pas des animaux aquatiques, sinon ça fait beaucoup plus. 144 millions par jour, 6 millions par heure, donc 100 000 par minute. 1666 à l'époque par seconde. Tiens, 666, le chiffre de la bête. J'aime bien quand il tombe par hasard comme ça, je trouve ça rigolo. Tiens, le chiffre de la bête. Bon, la bête, c'est pas les animaux qui sont tués, c'est la bête humaine qui tue autant, alors que c'est une nourriture complètement inutile. C'est-à-dire que un tiers de la nourriture produite est jetée en Occident, 1000 milliards d'euros. Toutes les 4 secondes, un enfant de moins de 10 ans meurt de faim. Vous voyez le rapport. Donc il est assassiné par les précédents. Soyons clairs. Non, alors il y a des gens qui disent ah ouais mais faut pas culpabiliser les gens quand même. Gna, 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 ça commence à suffire. Les gens meurent. Arrêtez quoi. Arrêtez avec votre ah ouais je sais pas qu'on culpabilise. Si vous voulez pas être culpabilisé, arrêtez d'être coupable. Pour arrêter d'être coupable, soit vous vous soignez vous faites des bonnes psychothérapies pour voir papa et maman. Il n'y a rien à voir avec la culpabilité parentale. Il s'agit de devenir responsable. Ça n'a rien à voir avec être coupable. Et si vous n'êtes pas capable d'être responsable et que vous vous sentez culpable, c'est que vous êtes coupable. C'est tout. Point à la ligne. Ou alors que vous n'êtes pas guéri psychologiquement de vos... Donc il faut arrêter avec ça. Les faits sont les faits. Bien sûr, il faut essayer de ne pas être coupable par rapport à faits. Et quel est le moyen de ne pas être coupable par rapport à faits? C'est d'agir de manière responsable dans sa vie, de manière à ne plus être responsable de ces massacres, c'est tout. Et là, on se sent plus mal dans sa peau. C'est bien de se sentir mal dans sa peau quand on est responsable de tel massacre, il n'y a pas de problème. Consommation moyenne de viande aux USA, 60 fois celle de l'Inde. Et l'Inde augmente sa consommation de viande, donc on va pas vers le mieux. 775 millions de tonnes de grains par an pour le bétail pourrait nourrir 1,4 milliard de personnes. C'est-à-dire qu'on donne aux vaches pour faire de la viande à la place de donner aux humains. La question de la faim dans le monde serait immédiatement réglée. À savoir,
Un jour végétarien par an aux USA. Hein, on demande tous les Américains, c'est la science-fiction pour l'instant, on demande à tous les Américains de devenir, ils arrivent tous, on admet, hein, hypothèse, pendant un an ils arrivent à tous devenir végétariens, une journée par an. Ça fait 25 millions de personnes nourries en plus, qui n'ont pas assez à nourrir, qui n'ont pas assez à manger. Alors, quelle est la cause première du réchauffement climatique? D'après le GIEC, il faut vérifier, c'est pas les voitures, les CO2 des voitures. On croit ça, ah ouais, le pot d'échappement, il faut changer de voiture, le diesel. Non, c'est la viande, le bétail qui fait du méthane, et tous les transports, et l'eau, et l'agriculture qui va autour. Parce que si on compte que les paies des vaches, c'est pas suffisant. Le méthane est 23 fois plus polluant au niveau de la couche du changement climatique que le CO2. Donc c'est quand même important, 23 fois plus, c'est costaud. Mais il faut voir le transport, il faut voir tout ce qu'il y a autour. Et quand vous rassemblez tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire le déplacement de quantité de soja en Amérique du Sud par des cargos, tout ça, et tout ce que ça contient, c'est la première cause du réchauffement climatique. Ce que souvent les gens ne disent pas parce qu'ils manipulent mal les chiffres. Ils prennent que le P des vaches, évidemment, au cul des vaches. 1 kg de viande nécessite 7 à 8 kg de protéines végétales, dont on pourrait nourrir 10 fois plus, donc 7 fois plus de personnes, de façon meilleure pour la santé, puisque la protéine végétale est meilleure pour la santé que la protéine animale. 10 fois plus d'eau, pour faire 1 kg de viande qu'un kg de protéines végétales, qu'on peut absorber directement. Et le bétail occupe 2 tiers des terres arables de la Terre. Donc un beefsteak, ça fait... Alors je ne suis pas trop sûr des chiffres, je l'avais vu à une époque, je ne me rappelle plus trop. Je crois que c'est plusieurs beefsteaks qui font 1 mètre de carré de forêt détruite. C'est-à-dire à chaque fois que vous avez mangé un beefsteak, il y a au moins un arbre de la forêt amazonienne qui dégringole automatiquement. C'est sympathique. Alors après, le chef Raoni, c'est vachement sympa. Mais si vous voulez vraiment le chef Raoni, c'est pas la peine de cliquer, de faire des trucs sur Internet. À chaque fois que vous enlevez un beefsteak, il y a un arbre de plus un arbre en moins qui sera enlevé dans la forêt amazonienne. Donc on est en train de la détruire et c'est le poumon de la planète. L'océan étant à 60% le poumon le plus important de la planète, les végétaux étant les 40% restants. Voilà. Depuis 1950, grande accélération, 50% des espèces sauvages ont disparu. 6e extinction de masse, c'est le fameux anthropocène dans lequel on est rentré. Et cette extinction de masse est en grande partie produite également par l'élevage. Et l'élevage, c'est pas la faute de l'élevage, c'est la faute de celui qui se dit tiens, si on mangeait de la viande ce soir ou ce midi, c'est vous qui déclenchez la demande quand vous prenez un truc dans le supermarché, clac, il est aussitôt remplacé par un autre qui appelle le producteur pour être livré par le camion appelle le fermier quand on lui dit faites plus de vaches, ils en mangent, alors il va mettre plus de bétail, les abattoirs vont fournir plus, s'il faut fournir autant de vaches, il faut demander, on n'a pas assez, il faudrait à peu près 3-4 fois la France pour nourrir les belles vaches qui sont dans nos prés. On nous fait ah ouais mais il n'y aura plus de vaches dans les prés, mais c'est déjà pas le cas, les vaches ne sont pas nourries sur les prés, elles sont nourries par le soja qui vient d'Amazonie, donc du Brésil et tout ça, et donc les quantités énormes de soja au lieu de servir pour faire du tofu ou l'alimentation directement humaine, servent, et on demande donc de raser la forêt amazonienne parce que la demande est. Donc c'est vous qui êtes responsable du changement climatique et non pas les politiques. Les politiques sont en second, ils veulent garder le pouvoir eux, et ils font exactement ce que vous demandez pour que vous votiez pour eux. Si vous oubliez ce détail-là, c'est pas eux qui sont responsables, c'est vous. Alors si ça vous culpabilise, réfléchissez pourquoi, parce que franchement, moi j'ai plus du tout envie de faire attention ah ouais mais ça me culpabilise, très bien, mais tant mieux, c'est le début. Quand vous commencez à devenir conscient d'un problème et que ça vous culpabilise, c'est que vous êtes dans le début de la guérison. Tant que ça ne vous culpabilise pas, c'est que vous êtes un imbécile total, donc évidemment là vous ne vous sentez pas coupable, mais c'est parce que vous êtes ah bah ouais mais moi j'aime ça avec la purée, super, continue. Voilà, et après, je fais des enfants, comme dans Idiocracy, je fais des enfants sans voir qu'ils vont avoir une planète, ils vont crever de tas de maladies, et je serai là en tant que parent en train de dire « Mon Dieu, pourquoi il a ça? Pourquoi il a ça ?» Il faut réfléchir aussi pourquoi il est malade. Oui. Donc voilà pour ce petit passage qui était essentiel pour rappeler pourquoi, parce que dans l'optique dans l'optique de se changer soi-même, c'est la base. Hein. Si vous ne changez pas votre nourriture, devenir quelqu'un qui va devenir un Jedi, ça me paraît un peu de la science-fiction, on va se remplir la tête avec des tas de concepts, on va lire des tas de bouquins, Pablo Servigne, tout ça, mais on sera incapable d'appliquer quoi que ce soit dans sa vie concrète. Donc ça sert à rien. Ça veut dire qu'on reste devant des écrans à se bourrer d'infos et on répète les mots comme un perroquet. Mais le monde actuel, il a besoin d'aigle, il n'a pas besoin de perroquet. Et l'aigle, c'est celui qui monte suffisamment haut pour voir tout et puis qui sait discerner très très loin le point qui va concerner ce qu'il doit traquer comme point, comme disent les chamans, traquer quelque chose en lui-même et viser juste et se débarrasser de telle ou telle névrose ou telle tension ou telle voilà.
Donc ça c'est très important, devenez tous des aigles, ne restez pas des perroquets qui lisent des trucs sur internet, qui répètent les mots. Moi j'ai ce regret de voir que très souvent les mots que j'utilise, dans mes conférences sont souvent, c'est pur jus parce que je les invente pas tous, hein. Il y a plein de trucs qui sont repris, j'ai lu aussi, mais il y a beaucoup de choses que j'invente et je vois des mots qui sont repris. Je suis très content quand je suis repris, malheureusement et ce repris c'est déformé par des gens qui n'ont pas compris le fond. Donc à quoi ça sert de trouver mais sympathiques des petits jeux de mots si pour ne pas comprendre ce qu'ils contiennent derrière. Voilà, donc on va voir l'année 2020, c'est une année, voilà, sortir du conditionnement, se révéler, se guérir, c'est très important. Pour moi, dans mon système, c'est une année 10, c'est-à-dire une année liée à la route fortune de la Terre, c'est-à-dire c'est le moment de la Terre, c'est le moment où la Terre va parler. Chaque année, il y a une année qui est symbolique, l'effet réel, parce que j'appelle le symbolique réel, moi. C'est-à-dire que l'effet réel, c'est quand on prend conscience de quelque chose. Parce que dès qu'on prend conscience de quelque chose, on va pouvoir agir à partir de là. Donc, à partir du moment où vous avez compris quelque chose, on pourrait dire c'est terminé. Vous n'êtes plus prisonnier de l'ignorance précédente. Vous avez compris et vous allez petit à petit améliorer les choses. Donc, c'est une année 10 du point de vue de l'effet symbolique. Oui, une question. Oui, comprendre, c'est-à-dire pas seulement mentalement. Oui, comprendre avec la conscience, pas simplement mentalement. C'est-à-dire voir en profondeur la profondeur d'un problème. Quand il est vu en profondeur, ça passe un peu par le mental au début, hein, mais après, il faut que ce soit vu en profondeur avec les tripes. Hein. On dit souvent l'anagramme de tripes, c'est esprit. L'esprit, il faut qu'il descende assez bas, il descende là, qu'il faut qu'il descende dans le cœur, il faut qu'il descende dans le ventre. Sinon, il n'est pas incarné. Donc, c'est un peu notre but de la vie sur Terre. Donc, année 10, donc année terrienne, l'effet réel symbolique, c'est-à-dire le symbole, c'est la Terre, qui va devenir à nouveau comme quand en 69, on est allé sur la Lune, on a pris la première photo du lever de Terre à partir de la Lune, et cette photo a marqué complètement la conscience collective, c'est devenu le mythe nouveau de la nouvelle ère du Verseau. C'est ce mythe, il avait enfin son image, c'est qu'on est tous sur une même terre. Et de même qu'il y a eu un mythe de Jésus sur la croix, il y a eu un mythe du Bouddha en train de méditer, il y a eu un mythe, voilà, il y a à chaque fois un mythe qui représente en fait ce qui est important de comprendre pour une époque, pour une nouvelle ère. Et dans la nouvelle ère de 21 siècles et demi qui a commencé dans les années 70, donc, cette image de 69 était la nouvelle donne. On est tous sur une même terre, on est tous dans la même galère, et cette terre, c'est notre corps. Par le corps de la Terre, a écrit Satprem à cette époque-là. C'est par le corps c'est un bouquin magnifique. Par le corps de la Terre, nous devons comprendre que ce corps que nous avons est un morceau de la Terre, de la nature, et que cette nature est indifférenciée de notre conscience. C'est-à-dire que notre conscience, c'est pas du mental dans des écrans au-dessus, c'est ce que nous devons comprendre de l'intérieur par le corps. Le corps nous enseigne, et on peut enseigner le corps en choisissant sa nourriture, en choisissant ses comportements. Et ses comportements politiques également. Donc voilà, l'énergie précédente est à intégrer. Chaque année, il y a l'énergie précédente, dont la 9, l'ermite, qui représente un peu Chiron, qui représente la notion de recherche, de compréhension, et va être intégrée concrètement dans les effets concrets, va être intégrée cette année. C'est-à-dire qu'il va falloir comprendre ce que l'année dernière, on a commencé à déblayer au niveau de... L'année dernière, ça a été une année extrêmement forte au niveau grave, inquiétante au niveau du changement climatique et tout ça, et puis des effets politiques en Europe, partout, le fascisme et tout ça qui monte partout, c'est très inquiétant. Et donc cette conscience-là, qui exerce une forme de guérison, qui nous demande de nous mettre à rechercher autre chose, de rechercher une autre société. L'ermite, avec cet effet un peu doit devenir concret un peu cette année. C'est-à-dire que les recherches qu'on a faites mentalement, par des articles qu'on a lus, par des émissions qu'on a vues qui nous incitent à changer de société, tout ça, il va falloir y passer concrètement cette année. Parce que sinon, et c'est la Terre qui nous le demande. Et l'année prochaine, donc l'énergie 10 de la Terre sera à rendre concrète par une écologie vraiment très très vivante partout. Donc on a très très peu de temps. Vous voyez que quand on dit « Ah bah oui, on va arrêter le glyphosate en 2022 », les gens qui font ça sont complètement à côté de la plaque, ça va beaucoup plus vite que ça. Donc ah oui, on sait que ça empoisonne tout le monde, mais ça embête un peu les paysans, ils ne savent plus quoi mettre à la place. Mais si un truc est poison, il est poison. Ça tue ou ça tue pas? Alors après, ah ouais, mais les paysans, ah ouais, mais on nous prend pour des empoisonneurs. J'ai envie de leur dire, si vous voulez plus être pris pour des empoisonneurs, arrêtez d'empoisonner les champs. Point. Mettez-vous au bio. Je veux dire, c'est pas compliqué. Là aussi, c'est comme ça. Ah ouais, mais on nous rend coupables. Stop. Arrêtons avec ça. Il y a un type qui a gagné son procès là avec Monsanto et tout ça sur le glyphosate tout ça.
Et il possède 150 hectares enfin grande surface, quoi, hein, comme dans la Beauce, tout ça, dans le Poitou-Charentes. Il a tout mis en bio d'un coup sec. Il a pigé, il a failli en crever, il a pigé, il a compris, quoi. Et il s'est dit, je mets tout en bio, on va bien voir. Si j'y perds, tant mieux, je n'ai pas le droit d'empoisonner les gens. Parce que je suis serré avec mes emprunts, là, je n'ai pas le droit, j'y vais. Question de motivation. Question de motivation. Il l'a fait et ça marche. Il a des rendements bien meilleurs que ceux qu'il avait avec les poisons. Donc voilà, il faut arrêter avec ces espèces d'esprit réactionnaire qu'on trouve, pas que chez les paysans, hein, qu'on trouve partout. Du coup, on est dans le troisième décan d'une partie de... Alors la part du monde cyclique, c'est un truc que j'utilise. On est en Sagittaire actuellement. On rentrera au Capricorne bientôt, pas tout à fait. Ça a commencé en 2015, ça rentrera en 2021, oui c'est ça. On est tout à fait à la fin de ce cycle qui a commencé en 2015. Et donc on est globalement, la part du monde est là, elle est fin Sagittaire, elle est par là. Ici, on a ce qu'on appelle le centre galactique. C'est-à-dire, le centre galactique nous impose de regarder en astrologie autre chose que les événements personnels ou psychologiques. Il nous impose de regarder quel est le but profond de l'existence de l'humanité sur Terre. Donc là, il faut prendre un recul énorme pour regarder qu'est-ce qu'on fout sur cette planète et quelle est l'utilité de notre vie à tous. Donc on en est là au niveau de la part du monde cyclique. C'est drôlement intéressant, je trouve, mais ça sera exact au printemps et à l'été 2020. Et évidemment, ça peut être ce point du centre galactique est très vibrant et il peut être exagérément dérangeant au niveau du collectif, hein. Il peut enclencher aussi des réactions complètement dans le sens inverse, c'est-à-dire au lieu de nous faire évoluer vers qu'est-ce qu'on fout sur cette planète et vers quel but quel but sur Terre l'humanité doit concrétiser, on peut très bien se mettre à péter les plombs tellement l'énergie est haute et à se mettre à démarrer dans une réaction, les réactionnaires ça s'appelle, et voir une montée d'esprit fasciste, nazi, trumpiste, enfin tout ça c'est des synonymes, vous l'avez compris, mais ou même macroniste sur certains plans plus doucereux. Branché, donc non. Oui, d'accord. Quel est le où et quel est exactement où est le centre galactique et de quelle manière il agit? Ouais. Alors le centre galactique il est là, il est sur 27-28 Sagittaire, je ne me rappelle plus le degré exact, hein, ça bouge très doucement. C'est donc le centre de notre galaxie. Hein, qui est une galaxie comme tout en spirale dont on est sur le bord, le système solaire est sur le bord, et de même que ça c'est le mouvement du soleil en une année, on pourrait dire qu'on a un déplacement du soleil autour de la galaxie, alors là qui se fait, je suis incapable de vous dire le chiffre, mais il est de l'ordre de millions d'années, donc on pourrait dire que on a un cycle qui concernerait l'histoire même de l'humanité en tant que humanité terrestre par rapport à d'autres humanités potentiellement existantes dans d'autres galaxies ou surtout d'autres étoiles. Si tout est relié dans la conscience, on est... alors ça, dans le Nexus, il y a un petit passage, ils adorent les histoires d'OVNI et les histoires d'extraterrestres. Il y a beaucoup de possibilités qu'il y ait eu des messages extraterrestres déjà et qui visent tous à dire qu'il y a plusieurs humanités possibles dans le monde. Alors après, il y en a qui délirent là-dessus. Tant qu'on ne les voit pas tous les jours, c'est qu'ils n'ont pas envie de se manifester. S'ils n'ont pas envie de manifester, c'est pour nous indiquer qu'on ferait mieux de s'occuper de ce qu'on a sous les godasses plutôt que d'aller flyer là-haut. Mais donc, en attendant, le message est souvent cohérent entre des messages très différents qui disent attention, votre humanité a un but. Ce but est cohérent avec celui de toutes les humanités existantes dans d'autres galaxies ou dans d'autres étoiles, y compris dans la nôtre aussi. Et ces humanités ont toutes un même cheminement de conscience. Et quand on lit l'hypothèse Gaïa de James Lovelock, qui était l'un des premiers scientifiques à élaborer l'idée que peut-être notre humanité était le système nerveux de la planète Terre elle-même, il semble bien que l'apparition successive autour de l'évolution darwinienne fait un système nerveux de plus en plus complexe qui a pour but d'être le regardeur du cosmos, c'est-à-dire à un moment donné, en dépassant le mental, je dirais technique, technologique, de passer à une autre phase plus lointaine qui va être de devenir les regardeurs du cosmos, c'est-à-dire ceux qui comprennent pourquoi ils sont là. On n'en est pas là. Pour l'instant, on comprend comment on est là. On ne comprend pas pourquoi. Mais c'est juste une frontière. Il faut comprendre bien comment avant de passer au pourquoi. Donc il ne s'agit pas de rejeter le mental. Il faut savoir que c'est une limite, un mur de Berlin, presque ce mental. Il nous fait voir que la matière. Quand on a bien compris la matière de l'intérieur, on va voir qu'elle est pure conscience. Elle n'est pas que de la matière, justement. Et là, on peut basculer. Alors pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on est censé en tant qu'humanité manifester? Puisqu'apparemment, il y aurait un sens.
Alors ça, pour l'instant, c'est pas vu, et c'est sous cette frontière-là qu'on est collectivement. Donc quand quelque chose arrive sur le centre galactique, ça nous rappelle ce sens ultime, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le sens de toute humanité existante, terrestre ou extraterrestre, quel est le sens commun? Ça va loin. C'est-à-dire qu'avec le changement climatique, les êtres humains sont presque forcés de se poser cette question. Voilà, c'est pour la première fois on se la pose collectivement, parce que pour la première fois collectivement, on a la preuve scientifique, c'est-à-dire qu'il a fallu passer par ce mental jusqu'au bout de sa perfection technologique, presque technique, pour, en faisant une synthèse de tous les grands savants du monde, dans leur petite îlot de océanographes, anthropologues, tu vois, ils se sont tous mis ensemble pour partager leurs données et voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui apparaît synthétiquement. C'est la première fois que les gens travaillent ensemble, qu'on fait enfin, je recommande depuis des années, de l'interdisciplinarité. C'est pas facile à faire sans l'ésotérisme. Avec l'ésotérisme, c'est beaucoup plus facile. Mais bon, donc l'astrologie universelle de la mutation que j'ai créée en 87 permet cette union entre science et conscience. C'est un outil qui est fait pour ça. Et pour ça, j'ai dû nettoyer l'astrologie de toutes les croyances qu'elle contenait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'astrologues qui m'aiment pas bien, parce que j'ai tendance à exploser les croyances inutiles. Par contre, du point de vue scientifique, ceux qui sont formés scientifiquement, il y en a beaucoup dans les astrologues, contrairement à ce qu'on croit, sont très contents de ce type de travail, parce que ça permet d'aller vers une vision de l'astrologie qui est vraiment utile à l'évolution de la science en général. Donc là, le centre galactique, il est comme un point aimant qui nous aimante en tant qu'humanité entière pour nous dire vers où vous allez, quelle est la phase suivante. Alors évidemment, les transhumanistes, ils vont vous dire « Ah oui, c'est de rajouter Alors déjà qu'ils sont addicts à leur portable, ils vont rajouter des addictions à d'autres portables partout, des extensions de ci, des extensions de ça, jusqu'à perdre le pourquoi ils sont sur Terre. Mais sur le comment, ils sont très forts. » Évidemment, c'est une dystopie, c'est pas une utopie du tout. C'est une dystopie, c'est-à-dire une utopie dangereuse, qui peut abîmer même le sens de l'humanité. Si on se met à truquer l'humain sans avoir compris à quoi il sert, c'est vraiment l'idiotie. C'est pour ça que j'ai été toujours contre les OGM. Et pourquoi? Non pas parce que c'est pas sympa de tripoter la matière pour faire construire d'autres, pour jouer au Lego avec. Non, on peut le faire en laboratoire. Si on lâche dans la nature, on a oublié de voir que la matière vivante n'est pas constituée que de Lego, elle est constituée d'énergie et de conscience. Si on oublie cet aspect-là, on devient des apprentis sorciers. C'est comme le Mickey Fantasia, on peut déclencher des forces incroyables qui vont nous détruire parce qu'on aura oublié de voir que quand vous dépliez l'ADN, il y a une suite logique de A, T, G, C, enfin voilà, c'est comme un code, mais c'est un code linéaire. Or, elle est en spirale. Elle est en spirale pourquoi? Parce que ce code est inscrit sur une énergie. Et tout est en spirale, hein, les chakras, les galaxies, tout fonctionne en spirale. Et c'est pour ça qu'elle est en spirale. Et il y a une énergie à décoder. Alors elle n'est pas du tout décodée parce qu'on ne tient même pas compte qu'elle existe. Donc pour l'instant, on est des apprentis sorciers, et si on se met à modifier le code, sans avoir compris qu'il est codé aussi au niveau énergétique, on peut créer des monstres dont on ne saura pas revenir en arrière. Parce que l'apparition de la vie de l'homme sur Terre, c'est un ensemble d'éliminations par des fausses solutions qui ont été éliminées pendant des millions et des millions d'années. Si on commence à les refabriquer alors qu'elles ont été éliminées, on est capable de faire une extinction de l'espèce humaine en ne sachant pas comment revenir en arrière.